toutes et tous. Bienvenue dans la 12e masterclass de l'école comestible. Elle a été un peu décalée d'une semaine parce que nous avons eu le banquet caritatif la semaine dernière, mais sinon, les prochaines masterclass seront les premiers mardis du mois. Et donc, pour cette masterclass numéro 12, on a la chance d'avoir avec nous Patricia Gandhi, qui fait partie du collectif de l'école comestible et qui est coach en nutrition et qui va nous parler nutrition, mais environnement aussi, avec la grande question de peut-on encore bien se nourrir et contribuer à la transition écologique sans carence? Donc, je vais laisser la parole à Patricia pendant 35 minutes, 40 minutes. N'hésitez pas à garder vos questions pour la fin, mais si vous avez des questions brûlantes, vous pouvez les mettre dans le chat. Je ferai le lien avec Patricia. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on ait quand même un petit échange de 15-20 minutes ensemble à la fin. Donc, ne partez pas tout de suite. Et sachez que la masterclass est enregistrée et sera disponible sur YouTube à la fin de la semaine. Voilà. Je laisse la parole à Patricia. Oh là là, ça va peut-être pas fonctionner. Et on pourra se reparler à la fin. Bon, je pense qu'on a un petit problème. Je crois que je pense qu'elle m'a envoyé son diapo. Est-ce que Patricia, tu nous entends? Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Il faut que tu remettes ton micro. Pardon, je suis vraiment navrée. Est-ce que là, vous me voyez? Oui, c'est bon, on te voit et on t'entend aussi. Bon, donc je vais partager. En fait, bizarrement, j'étais 2 fois dans le panel. Oui, c'est normal parce que tu partages en même temps et du coup, tu es 2 fois. C'est normal. Ok, alors on va recommencer. J'espère que ça va aller. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Le temps que ça arrive, je pense que tu peux introduire et on va voir arriver ensuite la présentation. Ok. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Patricia Gandhi, je suis coach en nutrition et je me suis spécialisée dans les interventions en entreprise où je délivre des programmes sur l'impact de l'alimentation sur la santé, sur l'environnement et en fait sur le quotidien des collaborateurs, on va dire. Alors, on sait déjà que la part innée dans notre santé, elle compte pour une part importante, mais on sait surtout aujourd'hui qu'en matière de santé, l'environnement, comme les bonnes et les mauvaises habitudes, compte pour une part extrêmement importante dans notre santé. On sait aujourd'hui également que l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone des ménages, quelle que soit l'organisation qui travaille sur le sujet, que ce soit le GIEC, que ce soit le Sénat, tout le monde est d'accord et convaincu du fait que l'alimentation est un des piliers de la transition énergétique.
Donc, en fait, la question à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est est-ce que ce qui est bon pour notre organisme est également bon pour la planète et vice-versa. Alors, on va démarrer en définissant ensemble qu'est-ce que ça veut dire que bien se nourrir, lorsque le critère principal, c'est la préservation et l'optimisation de la santé. On regardera les recommandations officielles en matière de bien se nourrir et on a haché. Est-ce que c'est très haché pour tout le monde? Mathilde, salé pour toi aussi? Oui, c'est un peu haché. Peut-être qu'il faudrait que... Discours coupé. Elle a dit ce que je fais. Est-ce que je compte? Oui, coupe ta caméra. Est-ce que supprimer ma vidéo? Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que là, j'ai supprimé la vidéo. Oui, c'est un peu mieux. Par contre, on n'arrive toujours pas à voir le diapo. Je ne sais pas si tu l'avais présenté. Sinon, ouais, envoie-le-moi par mail et je peux le présenter en même temps. Attends, bouge pas. Je vais envoyer. Je suis vraiment navrée, hein. Alors, Mathilde. Mais effectivement, je vois que là... Attends, je suis obligée de fermer ma presse le temps que je te l'envoie. Oui, mais tu peux enlever le partage d'écran et comme ça, je le fais. Voilà, je viens de te l'envoyer. Ok, bah, vas-y, continue et je mets la presse quand tu la verras apparaître. Ok. Bon, ok, donc j'arrête le partage. Ok. J'ai arrêté la caméra également. J'ai essayé de la remettre. Voilà. Ok. Bon, donc on va démarrer en définissant qu'est-ce que ça veut dire que bien se nourrir. Est-ce que c'est universel? Est-ce que tout le monde a la même définition du bien se nourrir? On regardera donc quelles sont les recommandations officielles et ensuite on évaluera les recommandations officielles, grande famille d'aliments par grande famille d'aliments, au regard de leur impact sur l'environnement. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien se nourrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? De façon très personnelle, hein, est-ce que ça veut dire se faire plaisir? Est-ce que ça veut dire plutôt de la tradition, de la culture? Est-ce que ça veut dire se retrouver entre amis? Est-ce que vous avez une idée sur le bien se nourrir pour vous? Non? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Vous m'entendez là? Ah oui, d'accord. J'allais lever la main, je n'osais pas prendre la parole. J'allais dire que pour moi, bien se nourrir, c'est prendre soin. D'accord, ouais, ok, c'est prendre soin. Donc prendre soin à table, prendre soin de soi. Ouais, ok. Ben oui, c'est tout ça. C'est effectivement prendre soin de soi, c'est s'apporter la bonne énergie. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, c'est-à-dire de la culture, de la tradition, du fait de se retrouver autour d'une table, bien se nourrir, en fait, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est un besoin primaire. C'est ce qui nous tient en vie. Hein. Donc, on a eu tendance à l'oublier parce que, heureusement pour nous, la nourriture est en abondance, parce que généralement, enfin, beaucoup de personnes, en tout cas, se nourrissent très vite. Bref, sans particulièrement, parfois, choisir la source de
de leur repas, parce qu'on se nourrit en allant dans des restaurants ou en déjeunant à l'extérieur. Mais à l'origine, c'est vraiment la réponse à un besoin primaire. Ça veut dire que c'est apporter de l'énergie, de la bonne énergie. Donc là, il y a vraiment une histoire de quantité de nourriture. Et puis, il y a également apporter à son organisme toutes les briques, toutes les molécules chimiques qui vont faire que notre organisme va bien fonctionner, puisque notre organisme, notre corps abrite une véritable usine chimique. Et en fait, on a besoin de toutes ces molécules chimiques pour construire nos os, pour solidifier nos os, pour construire nos muscles, pour synthétiser nos hormones, etc. À l'inverse, slide suivante, mal manger, ça veut dire donner le mauvais carburant à notre organisme. Ça peut vouloir dire lui donner la bonne quantité de carburant, mais pas le bon carburant. Et ça veut dire qu'on va fonctionner, on va mal fonctionner, on va fonctionner au ralenti. Et là, c'est vrai que l'impact peut être extrêmement rapide. En moins de 2 heures, on peut avoir un impact sur la façon de fonctionner. Ça veut dire ça veut dire provoquer du stress ou aggraver un stress existant. Ça veut dire des troubles du sommeil. Ça peut vouloir dire de la fatigue, un manque d'énergie. Un manque d'énergie, ça peut être dû à un manque de glucides ou à un excès de mauvais glucides, par exemple. Donc ça, ce sont des répercussions à court terme. Mais à long terme, c'est la slide suivante, mal manger, mal se nourrir, peut avoir des répercussions sur sa santé à plus ou moins long terme, c'est-à-dire se mettre à risque d'un certain nombre de maladies dites maladies chroniques non transmissibles, que sont le cancer, première cause de mortalité chez les hommes, les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes, le surpoids et l'obésité. On sait aujourd'hui qu'il y a un Français sur 2 qui est en surpoids, dont 17% en situation d'obésité. Le diabète de type 2, c'est-à-dire celui qui est lié à l'alimentation, on a des chiffres qui sont galopants. Ça veut dire dégradation du microbiote, et on sait aujourd'hui que la dégradation du microbiote, c'est un problème, ça va avoir des conséquences en matière d'immunité et également en matière de fonctionnement cérébral, c'est-à-dire de santé mentale. Alors évidemment, on va le voir avec la slide suivante, par des recommandations officielles. Et là, je vous ai mis des recommandations officielles assez variées, toutes très officielles. C'est-à-dire que là, on a des recommandations officielles du gouvernement italien, suisse, gouvernement américain. J'ai celle de la Harvard Medical School. Tout en haut, on va retrouver la France. Slide suivante, on va en retrouver d'autres, celle de UK, etc. Alors, ce qui est intéressant, bien qu'elles soient illustrées de façon très différente, on a soit des assiettes idéales, soit des pyramides, elles vont toutes dans le même sens. Et ça, c'est intéressant parce que très souvent, on dit oui, en matière de nutrition, on dit tout et n'importe quoi. C'est pas tout à fait vrai. Il y a vraiment un sens général à toutes ces recommandations. Alors, on va partir des recommandations françaises qu'on va regarder d'un peu plus près. C'est la slide suivante. Et ces recommandations françaises, elles sont présentées non pas sous forme d'assiette idéale, mais plutôt sous forme de colonnes avec des tendances. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on devrait augmenter, d'autres vers lesquelles on devrait aller, alors ça c'est assez flou, je dois dire, aller vers, et puis d'autres qu'on devrait réduire. Alors on va regarder la première, et la première, ce sont les fruits et légumes. Les fruits et légumes, vous savez, il y a cette campagne qui court depuis un certain nombre d'années sur le fait qu'on devrait tous consommer 5 fruits et légumes. C'est une campagne qui, là aussi, est assez floue parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est 5 fruits. Est-ce que les 5 fruits peuvent remplacer 5 légumes? Est-ce que je dois avoir à part égale fruits et légumes? C'est assez flou. Or, on sait aujourd'hui que en moyenne, les Français consomment fruits dans la journée, là où ils devraient plutôt consommer 400 grammes à minima et plutôt autour de 600 à 800 grammes par jour. Ça paraît énorme, ça l'est pas du tout dans les faits parce que si vous additionnez 2 fruits, une petite portion de crudité et 2 portions de légumes cuits, on y est.
Or, on sait que, et c'est notamment un des chiffres qui est annoncé, le facteur de risque de cancer serait diminué de 31% avec une consommation régulière à hauteur de 600 ou entre 600 et 800 grammes de légumes et de fruits. Alors, pourquoi c'est important? Pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est la slide suivante, c'est parce que ces légumes et ces fruits, ce sont les meilleurs pourvoyeurs de vitamines et minéraux. Alors, les vitamines et les minéraux, pendant longtemps, on a eu tendance à penser que c'était des espèces de petits bonus pour bien fonctionner. C'est pas du tout ça. Les vitamines et les minéraux, ce sont ce qu'on appelle des micronutriments essentiels. Alors, chaque fois que je vais vous dire essentiel, ça veut dire que seule l'alimentation peut les apporter. C'est pas du tout des bonus, ça participe au fonctionnement général de l'organisme. Vous voyez, par exemple, si on prend le cas du magnésium, rien que le magnésium, il entre dans au moins 300 processus chimiques dans l'organisme. Pour le système nerveux central, pour le système, pour les os, pour le calcium, pour le magnésium, etc. Bon, deuxième raison, parce que ces légumes et ces fruits sont très riches en fibres. Alors, on a longtemps pensé que ces fibres, elles étaient là uniquement pour leur aspect mécanique, pour le transit. En fait, on sait aujourd'hui que ces fibres, elles sont extrêmement importantes. Nous, on ne les digère pas. Elles vont, pour une part, hein, pour pas toutes, mais pour une bonne part, on ne les digère pas, elles vont directement dans l'intestin. Ce sont ce qu'on appelle des prébiotiques et elles vont nourrir les milliards de petites bactéries que l'on abrite dans nos intestins. Elles sont donc particulièrement utiles. Et puis, elles viennent tapisser tout le tube digestif et donc elles servent à protéger tous nos tubes digestifs des agressions, de l'acidité, etc. Et puis, la dernière raison pour laquelle ces légumes et ces fruits sont extrêmement importants, c'est parce qu'elles regorgent de phytonutriments, c'est-à-dire de plein de petites molécules chimiques qu'elles ont, quand je dis elles, ce sont les plantes, c'est-à-dire les légumes et les fruits, qu'ils ont produits pour se défendre eux-mêmes de leurs propres agressions, c'est-à-dire le froid, l'excès de lumière, la chaleur, l'humidité, les prédateurs, par exemple. Et toutes ces petites molécules chimiques, elles ont énormément de propriétés. Il faut qu'on en consomme énormément. Donc, les propriétés, elles sont extrêmement variées. Souvent, on entend parler de ces phytonutriments comme étant des antioxydants. C'est vrai qu'ils sont antioxydants, mais ils ont plein d'autres propriétés. Anti-inflammatoires, antidiabétiques, anti-âge, anti-asthmatiques, etc., etc. Il y en a plus de 4000. D'où l'intérêt d'avoir une grande variété dans les légumes et les fruits, c'est non seulement d'avoir la quantité, mais d'avoir une bonne qualité, une bonne variété, parce qu'en fait, on va pouvoir bénéficier de tous ces antioxydants, de tous ces phytonutriments différents. Alors, je vous ai parlé de la quantité, c'est-à-dire à savoir 600 voire 800 grammes de légumes et de fruits par jour. Mais ce qui est important, au-delà de la quantité, c'est également la qualité. Plus la qualité sera là et plus en fait on aura de micronutriments essentiels, c'est-à-dire de vitamines, de minéraux, voire même d'antioxydants. Alors évidemment, il faut autant que faire se peut privilégier les cultures biologiques pour ces raisons, parce qu'on évite les pesticides, même si pour certains fruits et légumes, on peut se passer de les prendre bio, soit parce que on ne consomme pas la peau, soit parce que certaines cultures, c'est le cas par exemple du brocoli, nécessitent moins de pesticides que d'autres. Culture locale, évidemment, moins il y a de transport et plus on aura de vitamines et de minéraux parce qu'on attendra moins avant de les consommer. Et puis évidemment, on aura une meilleure empreinte carbone, même si l'empreinte carbone du transport n'est pas le poste le plus important, ça entre en ligne de compte. Et puis évidemment, des légumes et des fruits de saison, tout simplement parce que ils sont plus adaptés au fonctionnement de notre organisme.
consommer des légumes et des fruits pleins d'eau en plein hiver est moins intéressant que si on les consomme en été, là où on a besoin d'être hydraté. Alors, je vais fermer ma caméra. À prendre en ligne de compte, j'ai parlé de la variété. Alors, vous savez, ça fait partie de ayez une alimentation équilibrée et variée. On ne sait pas vraiment pourquoi la variété est importante. Alors, on imagine, bon, super, si c'est mieux. Est-ce que je peux avoir la slide suivante, s'il te plaît, Mathilde? En fait, cette variété, elle est importante évidemment parce que tous les légumes et les fruits apportent une grande variété de micronutriments essentiels et également de phytonutriments. Mais il y a une autre raison. C'est parce qu'en fait, tous ces légumes et ces fruits, ils travaillent en synergie. Et en fait, ils s'optimisent les uns les autres. Alors, j'ai pris un exemple, c'est l'exemple du fer et de la vitamine C. Le fer, évidemment, on le retrouve dans les protéines d'origine animale et on a l'impression qu'on va le trouver que dans les produits d'origine animale. En fait, on le retrouve également dans le monde végétal, mais il est moins bien absorbé par notre organisme que le fer provenant des produits d'origine animale. En revanche, si j'associe ce fer avec de la vitamine C, et c'est finalement assez simple, hein, c'est-à-dire je fais une petite vinaigrette au citron ou bien je termine mon repas par une clémentine ou par une orange, eh bien je multiplie par 4 l'absorption du fer par mon organisme. Voilà, c'est le genre de collaboration que l'on va retrouver, mais à de multiples reprises, dans ce jeu d'optimisation entre micronutriments essentiels. Alors, est-ce que cette augmentation dans mon régime alimentaire de fruits et légumes a un impact positif sur l'environnement? Oui, définitivement oui. D'abord, c'est une culture qui est diversifiée, donc elle fait la promotion de la biodiversité, elle est plus respectueuse que les autres types de cultures des sols et de l'eau, elle réduit l'impact carbone et enfin, notamment en sélectionnant des produits, on va dire, de production locale, eh bien, on fait la promotion des petites exploitations. Ces petites exploitations font du reste souvent la part belle à de nouvelles cultures qui, elles aussi, travaillent à la biodiversité. Alors, la deuxième grande recommandation, c'est l'augmentation des légumineuses qui va de pair avec la réduction de la viande. Alors là, vous voyez, je vais utiliser 2 recommandations qu'on trouve dans la colonne numéro 2, c'est-à-dire aller vers, plus de légumineuses, et la colonne 3, réduction de la viande. Pourquoi elles vont de pair, ces 2 recommandations? Parce qu'en fait, par la recommandation officielle d'augmentation des légumineuses, on va apporter à notre organisme des aliments qui sont très très riches en protéines végétales. Et ces aliments tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, haricots rouges, le tofu, évidemment sont très très riches en protéines, mais ils sont également très riches en fibres dont on a vu qu'ils étaient très bons pour notre organisme. Ça va de pair avec la réduction de la viande, puisqu'en fait, parce qu'on augmente notre consommation de protéines végétales, je vais pouvoir réduire ma consommation, notamment de viande. Alors, cette réduction de la viande, qui ne figure pas, dont on ne mentionne pas vraiment, en tout cas dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas d'indication de quantité. En fait, quand on creuse un peu, notamment dans les recommandations de l'ANSES, on voit que les recommandations françaises sont de 500 grammes de viande par semaine. Là où l'Allemagne est déjà passée à 300 grammes et là où le régime planétarien, dont on reparlera tout à l'heure, est déjà à 150 grammes. Donc là, on se rend compte que la France est encore, lobby oblige, un peu au-dessus, on va dire bien au-dessus de ce qu'on pourrait faire en matière de réduction. Alors, est-ce que je peux réduire la viande et augmenter mes légumineuses sans danger? Est-ce que je dois vraiment consommer des protéines tous les jours? Alors, c'est la slide suivante. Oui, il faut que je consomme des protéines tous les jours parce que contrairement aux autres nutriments essentiels, que sont par exemple les glucides et les lipides, les protéines, je ne les stocke pas. J'ai une espèce de
turnover protéinique quotidien qui fait qu'il faut absolument que j'apporte des protéines tous les jours à mon organisme. Ça va aider l'organisme à se reconstruire, participer au renouvellement cellulaire. Et pour ce faire, il faut que j'apporte avec ces protéines au moins 9 acides aminés essentiels. Chaque fois que je dis essentiels, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire vraiment que seule l'alimentation peut les apporter. Et donc, ces 9 acides aminés, elles sont essentielles au bon fonctionnement de mon organisme. Ce qui est intéressant avec les protéines, on va le voir avec la slide suivante, c'est qu'on les trouve un peu partout. Ce qui fait que généralement, on n'en manque pas, sauf parfois chez les femmes. Mais en règle générale, en moyenne, en France, on ne manque pas de protéines parce qu'effectivement, on en retrouve évidemment dans les aliments d'origine animale qu'on consomme à profusion en France. En moyenne, on est à 150% des recommandations. Et comme vous le voyez là, on peut trouver des protéines aussi bien dans la viande rouge que par exemple dans les amandes, dans le fromage, dans le pain, dans les pâtes, dans le tofu, etc. Donc on en trouve un peu partout. Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes vertus? Pas tout à fait. Il y a, on va le voir sur la slide suivante, quelques inconvénients à consommer, par exemple, trop de protéines d'origine animale, parce que ces protéines-là sont très, très riches en acides gras saturés, c'est-à-dire en mauvais gras. Sans parler de certains produits, notamment des viandes transformées, c'est-à-dire la charcuterie, qui sont, elles, très, très riches en nitrites. Et on sait aujourd'hui, même l'ANSES l'a reconnu, que ces nitrites sont un risque majeur dans le cancer colorectal. Pour autant, elles ont certains bénéfices, ces protéines d'origine animale, parce qu'elles nous apportent les fameuses 9 acides aminés essentiels et également cette fameuse vitamine B12 qui manque parfois aux végétariens, et on reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Alors, ce que je voulais dire également sur cette consommation de viande, quand on parle viande, là c'est vrai que j'ai mis beaucoup de viande rouge, mais on pourrait également, et du zinc, oui c'est vrai, et de l'iode, on en reparlera tout à l'heure Ludovic, j'aurais pu parler évidemment du poulet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes de la viande rouge et un peu moins du poulet, dont la consommation a explosé ces dernières années, plus 40%. Pour autant, le poulet, le type de poulet qui a augmenté, le type de consommation de poulet qui a augmenté, c'est pas franchement le poulet du dimanche. C'est plutôt le poulet qu'on retrouve dans les sandwichs, dans les take-away, dans les plats préparés, dans les plats surgelés. Et c'est souvent un poulet qui ne mentionne pas son origine, parce que les industriels n'ont pas d'obligation sur ce type de produit de mention de l'origine de ce poulet. Or, pour la plupart, en tout cas dans cette fameuse augmentation de poulet, c'est un poulet qui provient de l'étranger, voire parfois même de très très loin. Or, il faut savoir qu'il suffit qu'il arrive en France dans un port et qu'il soit transformé en France pour qu'il ait la mention transformation en France. Ce qui est très confusant pour le consommateur parce que, notamment dans les campagnes publicitaires, on entend transformation en France, produit transformé en France, et en fait, on ne retient que France. Or, c'est un produit qui très souvent vient de très, très loin. Alors, comme je disais, ces produits ont effectivement la vertu d'apporter les 9 acides aminés, là où, quand on consomme des protéines d'origine végétale, il faut qu'on combine 2 types, 2 familles d'aliments pour avoir ces fameuses 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire un produit d'origine, un produit céréal et une légumineuse. En revanche, on a longtemps cru qu'il fallait absolument consommer ces 2 produits sur un même repas. On sait aujourd'hui que c'est faux. On peut très bien consommer, par exemple, une tartine le matin et, comme je l'ai mis là, une salade de haricots blancs à midi. Et on aura nos 9 acides aminés pour la journée. Alors, c'est vrai que cette augmentation des légumineuses, des protéines d'origine végétale, elle nous permettrait également d'être un peu plus exigeants avec notre consommation de poissons. Vous voyez, je l'ai souligné sur la fiche communiquée par le site Manger Bouger. On va vers, dans la 2e colonne, on a ça, c'est la 2e recommandation, aller vers.
En fait, l'ANSES aujourd'hui recommande de consommer 2 poissons dans la semaine, pas plus de 2 poissons, dont 1 poisson gras. Sachant que les poissons gras, et c'est un des critères de sélection qu'on doit garder en tête, sont extrêmement contaminés, notamment au mercure. Et le dernier scandale du thon dont on a entendu parler la semaine dernière confirme cette contamination, s'il fallait vraiment qu'elle soit confirmée. Donc en fait, en termes de poissons gras, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de se focaliser sur les petits poissons, l'anchois ou la sardine, qui est en début de chaîne, donc moins contaminé, extrêmement riche en calcium, en magnésium, en fer, en zinc et en ces fameux oméga 3 dont on sait aujourd'hui, dont on connaît de plus en plus les vertus anti-inflammatoires. Par quoi remplacer la quantité de poisson recommandée par l'ANSES dans un régime, j'imagine, végétarien? Alors, c'est une bonne question. En fait, je vais te dire, il n'y a pas tellement de solutions. La seule, c'est l'huile d'algue. Quand on est strictement végétarien, c'est le seul produit qui permet d'apporter ces oméga 3 que l'on va retrouver dans les poissons gras. Les autres oméga 3 que l'on va trouver notamment par exemple dans les graines de chia, qu'on va retrouver dans les graines de lin, dans l'huile de colza, c'est un autre type d'oméga 3 qui est un petit peu différent. Évidemment, bien choisir son poisson, ça veut dire également le choisir en fonction des menaces que la pêche fait peser sur la biodiversité. Alors, est-ce que cette augmentation de légumineuses et de protéines végétales et cette réduction de protéines animales est bonne pour l'environnement? Évidemment, oui. Les légumineuses, d'une part, elles sont très, très vertueuses en termes d'environnement. Elles fixent l'azote des sols. Elles ne nécessitent pas de pesticides dans l'absolu. La réduction de la consommation de viande a un impact direct sur la réduction de l'impact de l'élevage sur l'environnement. Et je parle vraiment de l'élevage intensif qui produit entre 12 et 15% des gaz à effet de serre. Et enfin, une consommation modérée de poissons, c'est la préservation des réserves qui sont extrêmement menacées et de la biodiversité des océans. Alors, si on a un régime omnivore, si on continue à manger des protéines d'origine animale, il faut absolument varier la source de ces protéines. Manger 1 à 2 fois par semaine de la viande, c'est amplement suffisant pour avoir son apport en fer, en vitamine B12, sachant que c'est une des vitamines qui se stocke. Et ça, on ne le sait pas très bien. On pense souvent que la seule des vitamines que l'on peut stocker, c'est la vitamine D. C'est vrai. Mais l'autre vitamine qu'on peut stocker pendant un grand nombre de mois, on pense même que ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on est végétarien, qu'on fait des analyses pour vérifier sa vitamine B12, on peut avoir encore de la vitamine B12 pendant pratiquement 2 ans. Bref. Donc 1 à 2 fois par semaine de la viande, 2 fois par semaine du poisson, un poisson blanc, un poisson gras, des œufs, et puis évidemment compléter, c'est la slide suivante, avec des protéines d'origine végétale, telles que les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, le tofu par exemple, mais également je vous ai mis là 2 pseudo-céréales, j'aurais pu les mettre dans les céréales, mais je vous les ai mises là, le sarrasin, le quinoa, parce que d'un point de vue santé, ces 2 pseudo-céréales ont les fameuses 9 acides aminés essentiels. Par ailleurs, le sarrasin a beaucoup de vertus en termes d'environnement. Il pousse très très vite, 3 mois versus 8 pour le blé, et puis surtout il nécessite très peu de pesticides. Alors le quinoa, c'est un peu plus compliqué. Si on ne le prend pas de commerce équitable, voire bio, voire français, il n'a pas une bonne empreinte carbone parce qu'il peut venir de très très loin. Il peut être responsable de déforestation dans certains pays, notamment le Brésil. Mais en revanche, on trouve aujourd'hui, et même chez Carrefour du reste, un quinoa français, un quinoa bio. Alors, autre recommandation, aller vers plus de céréales complètes. Les céréales complètes, les céréales en règle générale, ce sont des glucides. Et les glucides, c'est un nutriment qui est extrêmement important parce que c'est un nutriment qui nous apporte de l'énergie. Or, on va le voir avec la slide suivante, l'énergie
des glucides est important parce que notre cerveau, notamment, consomme jusqu'à 120 ou 150 grammes de glucose par jour. Alors, c'est vrai que quand on parle glucides, on a tendance à penser que c'est bon pour les muscles. Eh bien non, en fait, l'organe qui a le plus besoin de glucose, c'est notre cerveau. Sans glucose, il ne peut pas fonctionner. Non seulement il ne peut pas fonctionner, mais il peut même se détériorer. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, notre organisme a mis en place une stratégie de survie qui consiste à stocker ces glucides, ce glucose, notamment dans le tissu adipeux. Alors, plus on apportera des glucides complexes, c'est-à-dire riches en fibres, plus l'apport du glucose sera lent et moins on ira le stocker dans notre tissu adipeux. Ça, c'est la première raison pour laquelle les glucides complexes, c'est-à-dire les céréales complètes, sont importantes. Mais la deuxième raison également, c'est parce que ces glucides complexes sont riches en fibres, riches en vitamines, notamment de la famille des vitamines B, riches en minéraux, de magnésium, en fer, en zinc, en phosphore, et riches également en antioxydants. En revanche, on recommande vraiment de les prendre bio parce que les pesticides se logent dans l'écorce de ces céréales, c'est-à-dire dans le son. Donc, en fait, ne pas les prendre bio, c'est finalement avoir un surplus de pesticides. Alors, est-ce que cette culture de céréales est positive pour l'environnement? Oui et non, c'est mitigé. On va dire positive si on a des pratiques d'agriculture biologique, parce qu'il y a une préservation de la biodiversité, une amélioration de la qualité des sols, la réduction de la pollution des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais à l'inverse, évidemment, si on continue à consommer des céréales issues d'une culture intensive, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire l'épuisement des sols, l'érosion des sols, la contamination des nappes phréatiques, etc. Alors, recommandation suivante, c'est la réduction du mauvais gras. Et on l'a vu tout à l'heure, le mauvais gras, c'est ce qu'on appelle les acides gras saturés qu'on retrouve dans les protéines d'origine animale, c'est-à-dire dans la viande et dans le fromage. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer de fromage, mais ça veut dire qu'il faut ne pas dépasser, essayer de ne pas dépasser les 30 à 40 grammes par jour. Et en revanche, augmenter la consommation des bons gras. La famille des bons gras, on va dire qu'il y a deux grandes familles. La première, c'est celle qui apporte justement les oméga 3 dont on a parlé tout à l'heure. Je vais retrouver ces fameux oméga 3 dans les noix, dans les graines de lin, les graines de chia, dans les petits poissons gras. Et puis la deuxième famille, c'est celle qu'on va retrouver avec les monoinsaturés, qu'on va retrouver avec l'huile d'olive, avec les amandes qui sont très très riches en vitamine E. Alors, est-ce que ces recommandations ont un impact positif sur l'environnement ? Voilà. Eh bien, évidemment, ça dépend des choix que l'on fait. Il faut éviter l'huile de palme. L'huile de palme, c'est une huile végétale, mais c'est une huile riche en acides gras saturés. D'un point de vue environnemental, elle est également responsable d'un grand nombre de déforestations. Il faut essayer, alors je vous ai parlé des amandes. Les amandes ont un impact assez mitigé. Elles nécessitent leur culture nécessite beaucoup d'eau, mais c'est vrai qu'elles apportent notamment des micronutriments essentiels tels que le calcium qu'on ne va pas forcément retrouver dans les autres oléagineux que sont les noix ou les noisettes qui ont, elles, un impact environnemental beaucoup plus intéressant. Impact positif pour les graines de lin, dont la culture est très vertueuse. Un tout petit peu moins pour les graines de chia et les graines de sésame, mais à partir du moment où on les choisit d'agriculture biologique, en revanche, elles ont une meilleure empreinte carbone. Enfin, pour le colza, c'est pareil. Il y a une vraie nécessité de promouvoir la culture biologique du colza, parce que sinon on rentre dans cette culture intensive où on va retrouver le même impact carbone que pour la culture intensive de céréales. Alors, slide suivante. Je vous ai parlé des noisettes. Les produits laitiers. Alors, les produits laitiers,
C'est intéressant parce qu'en fait, les produits laitiers, je ne sais pas si vous vous souvenez de la slide avec les recommandations françaises, ils n'y figurent pas. Alors qu'on va les retrouver pratiquement dans toutes les autres recommandations des pays européens. Chez nous, elles n'y figurent pas. En fait, ces produits laitiers, est-ce qu'ils sont indispensables? Bon, c'est vrai que les produits laitiers apportent un des minéraux essentiels, le calcium, qu'on a priori un peu de mal à retrouver dans le monde végétal, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors on peut regarder la slide suivante parce que c'est vrai que le calcium, c'est pas grave. Le calcium, on va le retrouver notamment dans les graines de sésame, on va le retrouver. Non, c'est avant. Bon, c'est pas grave. On va le retrouver dans un certain nombre de produits végétaux. Alors, est-ce que ces produits laitiers ont un impact positif ou négatif sur l'environnement? En fait, l'impact est mitigé. C'est-à-dire, c'est négatif pour les produits laitiers industriels qui sont liés à l'élevage intensif, dont on a déjà parlé, mais positif si on fait le bon choix de produits en élevage extensif, des produits bio, de production locale et de saison, puisqu'il y a une saisonnalité dans les produits laitiers, notamment par exemple sur les fromages de brebis et de chèvres qui sont disponibles sur une période de l'année et qu'on ne retrouve pas sur le reste de l'année. Par exemple, pendant l'hiver, les fromages de chèvres qu'on achète sont généralement faits avec un lait qui a été congelé. Les chèvres ne produisent pas de lait pendant l'hiver. Alors, regardons la slide suivante. Patricia, juste, je vois que le temps file un peu. Est-ce qu'on n'irait pas directement à l'assiette planétaire? Absolument. Allons-y. Parce que là, c'est sur le fait maison et je pense que toutes les personnes qui sont connectées sont convaincues que le fait maison est bien meilleur. Voilà, comme ça, je pense qu'on bouge un peu. Merci. Alors, l'assiette idéale du rapport Eat-Lancet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette assiette idéale, du rapport Eat-Lancet. C'est un rapport qui a été produit par une commission composé d'un grand nombre de scientifiques qui viennent du monde médical et du monde environnemental. Et en fait, l'idée était de concevoir un régime qui répondrait à tous les besoins nutritionnels, mais qui respecterait l'environnement et qui, par ailleurs, permettrait de nourrir les quelques milliards de personnes qui peupleront notre planète en 2050. Alors, rien de révolutionnaire quand on regarde cette assiette. Hein. On retrouve bien la moitié de l'assiette que je retrouvais, par exemple, sur les recommandations de la Harvard Medical School. Ce qui change ici, c'est plutôt cette seconde moitié d'assiette sur laquelle je vais retrouver des protéines d'origine végétale, c'est-à-dire mes fameuses légumineuses en très grande quantité, des protéines animales en toute petite quantité, 150 grammes par semaine, un peu de produits laitiers, à peu près dans les mêmes proportions, et puis des céréales complètes. Alors, si on se repose la question, on regarde tout ce qu'on s'est dit depuis le début de notre webinaire, oui, il y a un grand oui, on peut définitivement se nourrir bien tout en respectant on va dire, les recommandations et environnementales et les recommandations nutritionnelles. Le truc, on va dire les deux nerfs de la guerre, c'est vraiment la quantité de légumes et de fruits qu'il faut drastiquement augmenter pour atteindre ces fameux 600 et 800 grammes. Et le deuxième nerf de la guerre, c'est les protéines. C'est vraiment réduire nos protéines animales et augmenter notre ration de protéines végétales. Alors, on peut regarder la slide suivante. Ça, je vais le passer, en fait. Je peux m'arrêter 2 secondes. Il y a une étude qui est sortie il y a maintenant 15 jours qui fait état des carences nutritionnelles pays par pays, et qui démontre que la France, malgré son régime omnivore, que les Français, en moyenne, ont des carences pour la moitié de la population en termes de magnésium, en termes de vitamine C et en termes de fer. Alors, est-ce qu'un régime tel que le régime qu'on l'a vu, quelle étude? Ludovic, je te mettrai je les ai mis dans une slide avec toutes les sources
Donc, tu pourras le consulter. C'est plutôt bien fait. C'est vraiment grande région par grande région et pays par pays. Alors, je vous invite vraiment à garder en tête des indicateurs, que vous soyez omnivore ou végétarien. Si vous êtes omnivore, je vous ai mis ici, évidemment, ça dépend un peu de la consommation de chacun, mais les 3 indicateurs par jour que l'on devrait tous surveiller, c'est les 600 grammes de légumes et de fruits, la petite poignée d'oléagineux, les 100 grammes, au minima 100 grammes de céréales complètes, et puis par semaine, 2 fois par semaine des protéines d'origine végétale et 1 fois par semaine le poisson gras. Si on est végétarien, je dirais que les indicateurs à surveiller, c'est une ration plus importante en termes de céréales complètes, c'est 800 grammes de légumes et de fruits, c'est la poignée d'oléagineux, c'est les 200 grammes de protéines végétales de type légumineuse par jour et une supplémentation en vitamine B12. Et puis enfin, l'introduction dans son régime alimentaire des algues, voire des huiles d'algues. Et ça répond, j'ai vu tout à l'heure passer 2 ou 3 petits commentaires sur le régime végétarien, sur les carences que ça pouvait présenter. Ça répond au zinc, ça répond à l'iode et ça répond aux fameux oméga 3. Slide suivante. Slide suivante, et ben non, voilà, j'ai terminé. Évidemment, je voulais mettre l'accent sur la richesse du monde végétal, mais je sais que vous en êtes toutes convaincues, qui permettrait en grande partie de répondre aux carences que l'étude pointait, notamment pour la France. Voilà, je suis désolée, ça a été un peu chaotique au début, pardon. Maintenant, je peux répondre à vos questions. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou allumer votre micro ou pas, si vous n'avez pas eu toute question. Ninon, tu n'as pas de question? Bien sûr que j'ai une question. Non, déjà, c'était hyper clair, c'était dense, mais c'était hyper intéressant. Mais c'était plus une question un peu de l'ordre perso. Je voulais savoir ce que tu avais fait comme formation pour pouvoir savoir tout ça. Mais voilà, mais donc c'est peut-être pas, c'est pas vraiment comme sujet. En fait, j'ai fait une école qui s'appelle napsothérapie, une école de napsothérapie qui a été créée par une médecin qui s'appelle le docteur Laurence Plumet, qui est une médecin nutritionniste de l'hôpital Necker. Et derrière, j'ai fait un certificat de nutrition à la Stanford Medical School. Ok. Mais je pourrais t'en dire plus si tu le veux. Si tu veux. Ça m'intéresse. Tu viendras en atelier à Saint-Denis et tu m'en diras plus. Oui, pour répondre à Ludovic, aux questions que tu as posées tout à l'heure, Ludovic, je vais vous faire un délivrable. Je ne vais pas vous envoyer la totalité des slides parce que c'est un peu lourd, mais je vais vous faire une espèce de digest. Et dans le digest, j'ai 2 slides où je mets toutes les études que j'ai utilisées et auxquelles je me réfère. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien en reposer une. Pardon. Tu as parlé des recommandations qui étaient données en termes de produits laitiers. Enfin, tu as dit qu'il y avait la recommandation, c'était pas plus de 40 grammes de fromage par jour. Non, par semaine. Par jour. J'allais dire, ouf, je vais me faire des ennemis. Mais du coup, en termes de produits laitiers au global, est-ce qu'il y en a une de donnée, même si en France, on est tatillon parce que le lobby du lait, tout ça, mais par exemple, en Allemagne, où tu disais dans d'autres pays, elles sont données, tu as une idée en tête des chiffres ou pas du tout? Alors, non, c'est une bonne question. Je peux regarder. En fait, tu sais, dans les slides, je vous ai mis les recommandations. Il devait y avoir l'Allemagne, la Suisse, je ne sais plus. Donc, chaque fois, on parle produits laitiers. Ce qui était intéressant, c'est de voir que la France ne le mentionnait pas, tu vois. Ouais. Mais parce que peut-être aussi que c'est parce qu'on n'a pas ce modèle d'assiette idéale, tu vois. Oui, là, par exemple, alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, tu vois, par exemple, dans celle des États-Unis, tu as les dairy qui sont à côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, tu vois, là, c'est ça doit être celle de la Belgique, là, qui est ronde. Bon, tu vois, j'ai les produits laitiers qui sont carrément dans un
qui ont une espèce de petit truc bleu avec un vert bleu là. Tout en bas, j'ai celles qui doivent venir de UK. Et là, tu vois, pareil, j'ai un truc qui fait, on va dire, ça ferait 25%, qui fait à peu près 15%. Okay. Tu vois, donc eux le mentionnent, nous c'est vrai qu'en France on ne le mentionne pas. Alors une petite précision, c'est 30-40 grammes de fromage, pardon, c'est pas les produits laitiers, c'est 30-40 grammes de fromage. C'est ça, c'est bien ce que j'avais compris, mais du coup comme je me disais, comme on cuisine énormément avec de la crème, du beurre, du lait, c'est des produits laitiers, et donc c'est de fromage, ça c'est en plus quoi. Oui, absolument. Ok, non c'est bon à savoir. Oui, Marine. Oui, je rebondis sur la question que je posais par rapport aux oméga-3, remplacement du poisson. Tu parlais que seule l'huile d'algue peut être une bonne source d'oméga-3 dans le cas d'un régime végétarien ou vegan. Du coup, quand tu parles d'huile d'algue, c'est vraiment une huile d'algue. Ça ne peut pas être des algues sous forme de complément ou en poudre. C'est vraiment. En fait, c'est un acide gras. Il faut que ce soit du gras. Si tu veux les algues, avec de l'algue, tu vas pas avoir la bonne teneur en gras. Tu vois? Les oméga-3, c'est vraiment du gras. Il faut vraiment aller le chercher dans l'huile d'algue. Ok, ça marche. Merci. En revanche, avec les algues, tu auras l'iode, tu auras le zinc, tu auras d'autres minéraux essentiels. Oui, c'est plutôt magique en ingrédients au quotidien. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y avait d'autres questions dans le chat aussi, Patricia, je te laisse regarder. Mais oui, pour remettre un peu de l'ordre dans les produits laitiers, Émilie qui dit crème égale matière grasse et Ludovic le beurre n'est pas un produit laitier. En effet, je te laisse rebondir dessus, Patricia, c'est pas considéré comme des produits laitiers. C'est une matière grasse, absolument. Comme le beurre, hein, on considère que c'est une matière grasse. Voilà. Quel a été mon déclencheur pour se lancer en nutrition? En fait, c'est la gastronomie qui m'a amenée à la nutrition. C'est le fait de bien aimer manger, de bien aimer les bons produits, de bien aimer ça. Puis je suis héritière, on va dire, d'une longue famille, d'une longue lignée de paysannes et paysans. Donc, il m'a sensibilisée aussi à la notion de bons produits. Donc, c'est un mix des deux. C'est la partie gastronomique et mes antécédents familiaux, on va dire. Alors, attends, qu'est-ce que je regarde d'autre? J'avais une toute petite question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était hyper intéressant. Par rapport à toutes ces recommandations officielles, est-ce que l'activité physique est prise en compte dans ces recommandations ou on est sur, j'ai envie de dire, un citoyen lambda qui ne fait pas particulièrement beaucoup de sport parce que voilà, si on a une activité, que ce soit sportive ou même un métier où on va plus se dépenser, il y a forcément un régime à adapter. Et du coup, quelle famille on augmente pour être en accord aussi avec nos convictions et la planète. Et j'en profite, j'avais une deuxième question aussi. Toute cette augmentation en fait aussi de légumes, enfin de fibres notamment et de glucides complexes, est-ce que c'est aussi plus complexe pour l'appareil digestif? Donc comment en fait on adapte ça aussi, parce que c'est vrai que d'augmenter beaucoup de fibres, c'est plus difficile à digérer, quoi. Donc ça aussi c'est un sujet à prendre en compte. Oui, c'est deux bonnes questions. Alors, l'activité physique, évidemment, ça fait partie des recommandations nutritionnelles, mais il faut savoir qu'avec 3 séances de sport par semaine, hein, on n'est pas hyper actif. Hein.
3 séances de sport par semaine, c'est à peine suffisant pour être actif. Donc, avant de changer son alimentation et de rajouter des protéines, des glucides, etc., il faut vraiment avoir une activité physique beaucoup plus intense que ça. Donc, si tu fais 3 séances de sport par semaine, franchement, il n'y a rien à changer. Si tu marches 1 heure de plus par jour, tu vois, il n'y a rien à changer. Je dirais qu'on change son alimentation à partir du moment où on fait par exemple du sport intensif tous les jours. Là, oui. Et encore, il faut, enfin, je veux dire, ça se mesure. Tu vois, par exemple, le fait, comme le font les Américains, de prendre des protéines à tout va sous prétexte qu'on fait du sport ou parce qu'on a fait une séance de sport. C'est plus du marketing qu'une demande nutritionnelle véritablement. Voilà, ça c'était pour la première question. Pour la deuxième, les fibres. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Tu sais, l'ANSES a une recommandation officielle sur les fibres, c'est-à-dire qu'on devrait en consommer entre 25 et 30 grammes. Je peux te dire que c'est pas simple pour avoir 25 à 30 grammes de fibres par jour. Il faut vraiment y aller avec les 800 grammes de légumes, les légumineuses, etc. En règle générale, les fibres des légumes, comme celles des céréales complètes, sont plutôt très bien digérées. Là où l'organisme, généralement, je parle en moyenne, a un petit peu plus de mal, c'est avec les fibres des légumineuses. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on n'a plus l'habitude, notre organisme n'a plus l'habitude de les consommer. Alors, il y a deux options pour ça. Bon, déjà, la première, il faut vraiment s'assurer de les avoir bien cuisinés, c'est-à-dire les faire tremper. Si tu les fais cuire toi-même, il faut, à part les lentilles, par exemple, qui sont toutes petites, là, tu n'as pas besoin de le faire, mais sinon, en règle générale, il faut vraiment les faire tremper une bonne nuit, plusieurs heures, avant de les cuire, et bien les cuire. Si tu les achètes, par exemple, en bocaux, tu vois, en conserve, nous, on est 2 à la maison, c'est vrai que la plupart du temps, moi, je les prends, tu vois, en conserve, et là, il faut vraiment bien les rincer. Il faut vraiment qu'elles soient nickel. La deuxième chose, c'est vrai que si tu n'as pas l'habitude, ou si tu n'as plus, on va dire, l'habitude de consommer des légumineuses, il faut vraiment y aller petit à petit. C'est-à-dire, c'est pratiquement cuillère à soupe par cuillère à soupe. Tu vois, tu rajoutes à ta salade 1 cuillère à soupe de pois chiches. Tu vois comment ça se passe. Est-ce que tu les as bien digérés? Si tu les as bien digérés, ben, le lendemain, tu peux essayer 1 cuillère et demie. Il faut vraiment y aller progressivement jusqu'à trouver la quantité au-delà de laquelle on a des soucis ou pas. Mais dans tous les cas de figure, tu sais, pour parler d'une façon très prosaïque, les faillots, ça fait péter, c'est pas pour rien. C'est vrai que ce sont des aliments qui fermentent, qui sont fibreux, qui sont un petit peu plus difficiles à digérer que les autres. Mais leurs vertus sont tellement plus importantes que c'est la raison pour laquelle il faut vraiment essayer d'y aller progressivement et d'y habituer son organisme. Et puis de varier, tu vois, parfois, on peut être un peu plus sensible aux pois chiches et un peu moins aux haricots blancs, ou un peu plus aux haricots rouges et pas du tout aux lentilles. Tu vois, il faut essayer de tester, il faut faire des tests. Tu vois, tu ne fais pas de mélange, tu essaies. Tu essaies 1 fois, tu essaies 2 fois. En plus, il y a aussi autre chose, c'est que quand ces glucides complexes, parce qu'en fait, dans ces légumineuses, il y a évidemment beaucoup de protéines, mais il y a également des glucides complexes. Il y a des glucides et des fibres, donc il y a aussi des glucides complexes. Si tu ajoutes du gras, les glucides vont arriver, le glucose contenu dans ces aliments vont arriver de façon beaucoup plus progressive. Donc, tu vois, ça peut aussi être un élément de réponse. Peut-être que ces haricots blancs, si tu ne les digères pas très bien, peut-être qu'il faut essayer de les consommer en toute petite quantité avec une bonne huile d'olive et voir comment ça se passe. Parce que l'huile d'olive peut aider, tu vois, bien digérer les choses. Fort de ce principe de collaboration et optimisation dont j'ai parlé tout à l'heure, le gras aide beaucoup, tu sais. Par exemple,
un bon exemple de collaboration, c'est la mozza avec l'huile d'olive, le basilic et les tomates. La mozza, c'est de l'acide gras saturé, comme la feta. Il y a des acides gras saturés. Pour autant, si tu la consommes, comme le font les Grecs, comme le font les Italiens, avec de l'huile d'olive anti-inflammatoire, avec du thym pour l'un, du basilic pour l'autre, super riche en plein d'antioxydants, et avec de la tomate, dans les deux cas de figure, tu vas compenser notamment l'impact de ces acides gras saturés. Et bien avec les légumineuses, on peut se dire qu'il y a l'effet du gras va être identique, tu vois, enfin pas tout à fait identique, mais en tout cas, il va y avoir une collaboration, une coopération, on va dire, qui va faire que tu pourras peut-être mieux les digérer. Ok, super. Très intéressant, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour pas non plus prendre trop de temps. J'ai bien récupéré toutes les personnes présentes ce soir pour qu'on puisse vous envoyer les sources plus en détail si vous voulez. Et il y aura le replay qui sera mis sur YouTube. Et n'hésitez pas parce que Patricia fait partie du collectif. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr la contacter sans aucun problème pour avoir plus de détails. En tout cas, je te remercie infiniment, Patricia, pour ton temps et toutes ces explications. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Merci. Et donc, nous, on se retrouvera le 3 décembre à 18 h et on vous envoie rapidement l'intervenant qui sera présent lors de cette 13e masterclass. Merci à toutes et à tous. À très vite. Bye bye.